Le fils d'Agatha Moudio chapitre 8. Fanny. Fanny. Fanny, mais où est-elle donc? Me voici, mère regarde. Je t'ai répondu dès ton appel, mais tu ne m'as pas entendu. Me voici. Ah, te voilà. Reste là, ne bouge pas d'où tu es. Cette nuit, ma fille, j'ai rêvé de toi. La mère Mauvergard s'était levée de bon matin, pour venir dire à Fanny qu'elle avait rêvé d'elle. Elle n'était pas allée à la borne-fontaine avant d'avoir vu Fanny. Quand on a rêvé de quelqu'un, on ne va pas à la borne-fontaine avant de lui avoir dit ce qu'on a vu en songe, avant d'avoir fait l'indispensable pour conjurer le sort. La mère Mauvergard ramassa un gros caillou rond et lisse, et le lança dans la direction de Fanny. C'était tout. Les esprits vus en songe ne pourraient plus rien contre ma femme à présent. Il ne faut pas négliger ces choses-là, dit la mère Mauvergard. Vous autres, les enfants d'aujourd'hui, vous commencez à ne plus faire attention à ces traditions, mais crois-moi, elles ne seraient pas parvenues jusqu'à nous, si nos ancêtres n'avaient longtemps expérimenté leur exactitude. Viens me voir chez moi, j'ai quelque chose à te dire. Lorsque la mère Mauvergard vient pour vous voir de bon matin, en vous disant qu'elle a rêvé de vous, et en vous demandant d'aller la voir, vous devez vous presser de la suivre. Car si elle vous réclame pour une conversation à deux, à une heure où elle devrait être à la borne-fontaine à recueillir et à retransmettre des potins, vous devez savoir qu'elle vous a en estime, et que dans ces conditions, elle ne peut vous vouloir que du bien. C'est vrai, depuis le jour où ma Médie m'avait remis ma femme façonnée comme il fallait, c'était visible que la mère Mauvergard avait pris Fanny en amitié. Tant mieux, m'avait dit ma mère, de cette façon, tu ne risques pas de tomber sur une épouse stérile. Car vous savez que, malgré sa longue plaidoirie de ce jour-là, tout le monde chez nous restait persuadé que c'était une vieille qui commandait les naissances de notre village. Mais pourquoi donc, avais-je demandé à ma Médie, pourquoi donc a-t-elle permis à 3 femmes de concevoir en l'absence de leur mari? Et ma mère de répondre en haussant les épaules, pourquoi, mais tu ne sais donc pas qu'elle n'a pas peur de provoquer de petits scandales de temps en temps. De petits scandales, disait ma mère. Je me demande encore aujourd'hui quelle frontière sépare les grands scandales des petits. Mais comme disait ma Médie, il vaut encore mieux une femme qui donne des enfants naturels qu'une femme qui ne donne pas d'enfants du tout. Peut-être, un jour, il vous sera donné de voir jusqu'où cette classification des femmes par ordre de préférence peut conduire un homme. Pour l'instant, revenons au matin du rêve de la mère Mauvergard. Elle avait vu Fanny au cours de son sommeil. Fanny courait un danger très grave. Un homme, ventru comme seul le songe peut en faire un pareil, lui en voulait, et sur le chemin du marché, il lui barrait la route de son tronc énorme, l'empêchant d'avancer. Personne ne savait d'où était sorti cet homme peu ordinaire. Il ne ressemblait à personne dans notre village. Il est vrai qu'il ne pouvait pas ressembler à l'oncle Gros-Cœur, puisque depuis l'autre jour, il n'était plus considéré comme un sorcier. Ce devait être quelqu'un d'un autre village, peut-être quelqu'un du village de Fanny? C'était bien possible, étant donné la rancéure de ces gens-là à notre égard, à cause de la manière dont nous avions pris Fanny chez nous, sans les prévenir. Ce gros homme, ma fille, ne te fera rien, rien du tout, c'est moi qui te le dis. Reste tranquille, je suis là, et je suis au moins aussi forte que ce crapaud. Les gens de chez nous ont l'habitude de dire que le mensonge a de courtes pattes. La mère Mauvergard venait de le prouver sans le vouloir. Souvenez-vous en effet de ce qu'elle avait dit l'autre jour chez moi, je ne suis pas sorcière, bien que les gens aient peur de moi. Et aujourd'hui, elle avouait à Fanny qu'elle était aussi forte que ce crapaud, ventre vu en songe, et qui ne pouvait être qu'un vilain sorcier. Fanny eut peur en entendant la mère Mauvergard parler ainsi. Celle-ci devina la peur de la petite fille. Non, lui dit-elle, je ne te ferai rien, ma fille, je me suis juré de te protéger, n'aie pas peur, rien ne t'arrivera. Elles allèrent ensemble dans sa maison. Une maison étrange, avec une toute petite porte d'entrée, et pas du tout de fenêtre. Il faisait sombre à l'intérieur. Entre, ma fille, dit la mère Mauvergard. Il faut que tu saches que cette maison est la tienne. Quand mon mari reviendra, il te dira la même chose. Fanny domina sa peur d'enfant et entra. Dans le fond, pourquoi avoir si peur? Les sorcières ne sont pas méchantes quand elles se présentent en amies. Peur? De quoi? Elle entra, non sans avoir craché légèrement 3 fois sur le seuil de terre battue. Maison, maison, j'entre sous ton toit, mais ne me fais pas mal à la tête, dit-elle tout bas. Assieds-toi, ma fille, et écoute-moi bien. J'ai un certain nombre de choses à te dire. Il faut que tu saches. Tout est prêt, assieds-toi. Fanny s'assit sur un banc dans l'obscurité encore épaissie dès que la mère Mauvergard eut fermé l'unique battant de la porte. Prends cette herbe. Souffle dessus 3 fois. C'est bien.
À présent, mets-la dans la bouche et mâche-la bien, comme si tu mangeais un excellent morceau de viande. Mastique bien. Oui, comme ça. Maintenant, avale, avale tout. C'est bien. Prends maintenant une gorgée de cette eau, rince-toi la bouche et rejette toute l'eau sur le sol. Fanny obéissait. Elle ne pouvait faire autrement, elle ne se reconnaissait pas le droit de faire autrement. Avec ce que tu viens de manger, ma fille, le gros homme pourra toujours faire ce qu'il voudra, il ne t'aura pas. Tu es à présent blindée contre n'importe quel mauvais sortilège. Mais ce n'est pas fini, car il faut maintenant préparer ton avenir. Comment? Oui, tu sais, de petites choses auxquelles il faut penser quand on est une femme nouvellement mariée et quand on a un mari que d'autres yeux de femme peuvent voir. Tu ne peux pas prétendre garder ton mari pour toi seul, si tu ne prends certaines précautions. Et de toutes les précautions, la plus élémentaire consiste à ouvrir l'œil. Quand je dis ouvrir l'œil, je veux dire en réalité ouvrir les deux yeux. Et pour y voir clair, il faut que tes yeux bien ouverts puissent vraiment y voir. Il est des gens qui ont les yeux grands ouverts, et qui cependant ne voient guère ce qui se passe autour d'eux. Il faut que je t'ouvre les yeux, ma fille. Et tu sais, si je te rends un tel service, cela veut dire que je t'ai prise en sympathie, c'est moi qui te le dis. Reste là, ne bouge pas. La mère Mauvergard fit 2 pas dans l'obscurité persistante, puis revint vers Fanny, portant une pierre longue et plate, qu'elle posa devant ma femme. Elle chercha et trouva également une autre pierre, plus petite et ovale. Ces 2 pierres, la mère et la fille, ainsi qu'on les appelle chez nous, servent à écraser des grains d'arachide ou de piment. On pose les grains à écraser sur la longue pierre plate, la mère, et l'on promène la fille sur eux en forçant des bras, jusqu'à écrasement complet et réduction des grains en poudre ou en pâte. La mère Mauvergard posa sur la mère Pierre une écorce d'arbre. Cette écorce, ma fille, je ne peux pas te dire de quel arbre elle a été tirée. Il faut garder le secret là-dessus. Écrase ça, écrase vite, que je t'ouvre les yeux avec. Fanny se mit à écraser l'écorce, tandis que la vieille femme confectionnait un entonnoir avec une feuille de bananier ramollie à l'approche d'une flamme. Lorsque Fanny eut terminé, la sorcière prit la pâte obtenue et la mit dans l'entonnoir. Elle referma le dessus de celui-ci en rabattant ce qui restait de feuilles de bananier au-dessus au niveau de la pâte. Quelle dextérité! Dans l'obscurité, pensa Fanny. Puis la mère Mauvergard réchauffa le tout dans les cendres encore chaudes du foyer éteint et s'approcha de Fanny. « Ouvre l'œil gauche » lui ordonna-t-elle. « Je dis l'œil gauche, oui, ouvre-le bien. » Et elle laissa tomber 3 gouttes dans l'œil ouvert. « Aïe, ça me pique, ça va me percer l'œil » cria Fanny. « Mais non, ma fille, ça va au contraire t'ouvrir l'œil. »« Qu'est-ce que tu as à crier ainsi ? Ma parole, tes parents n'ont-ils donc pas pensé à te faire ce genre de choses avant de t'envoyer en mariage ? Ne fais pas la petite fille ainsi. Ouvre l'autre œil à présent, vite, afin que la douleur s'en aille en même temps des 2 yeux. » Fanny s'exécuta et cria encore plus fort lorsque les gouttes tombèrent. Mais ce n'était rien. Maintenant, elle avait les 2 yeux ouverts, bien ouverts, et elle pouvait désormais rester tranquille, et sûre de voir si jamais une autre femme tentait de lui ravir son mari. D'ailleurs, s'il lui arrivait jamais pareille mésaventure, tu n'auras qu'à venir me voir, lui dit la mère Mauvergard, et je me chargerai personnellement de l'affaire. Alors la vieille sorcière prit une calebasse, en ôta le bouchon, et la renversa dans le creux de sa main gauche. Elle recueillit une poignée d'arachides grillés. Mangeant, dit-elle à Fanny, et tu constateras qu'elles ne sont pas comme les arachides grillés que l'on te donnait autrefois chez tes parents. Je les ai préparés spécialement pour toi ce matin, selon une recette que je t'indiquerai un jour, quand tu seras plus grande. Tu vas prendre cette calebasse, et chaque fois que tu feras un mauvais rêve, tu mangeras à ton réveil une poignée d'arachides. Seulement, il faut que tu le saches, personne d'autre ne doit se permettre de toucher à cette calebasse. Tu m'entends bien ? Fanny promit que personne d'autre qu'elle-même ne toucherait à la calebasse. Mais ce n'était pas fini. La mère Mauvergard prit un banc et ordonna à Fanny de s'asseoir dessus. Puis elle apporta une vieille lame de rasoir rouillée, qui avait probablement dû servir autrefois à son mari, le vieux EYK. La lame était d'un tranchant incertain. « Il faut à présent que je te purifie le sang, car je veux que ton chemin dans la vie reste toujours propre, afin que tu marches sans aucune crainte. » Elle ordonna à Fanny de se déshabiller, ce qu'elle fit, bien que la vue du rasoir ne la rassurât qu'à moitié. Puis elle lui pratiqua au niveau des côtes gauches 3 scarifications qui firent mal à Fanny, qui se mit à pleurer doucement, couvrant les explications de la sorcière. Nous vivons une ère où pullulent les mauvais sorts. Grâce à cette première scarification, ils n'atteindront guère ton sang. La seconde, ma fille,
te fera aimer tout le monde, et tes ennemis eux-mêmes en seront éblouis, et ne songeront plus à te faire de mal. Quant à la troisième, elle te fera avoir beaucoup d'enfants, et elle raffermira ton sang, chaque fois que tu attendras un enfant. Cependant, écoute-moi, écoute bien les conseils que je vais te donner. Si tu vois sur ton chemin des traces d'urine sur le sol, ne les enjambe point, sinon, tu hériterais de toutes les maladies de la personne qui aurait répandu son urine. De plus, tout ce que je t'ai fait ou donné ce matin verrait tout son pouvoir anéanti. Si tu vois une femme enceinte, ne la regarde pas d'un mauvais œil. Mais si tu deviens enceinte un jour, ne le dis à personne d'autre qu'à Médie, ta nouvelle mère, et à moi aussi. Moi je dois savoir, pour te protéger, mais je te répète, ne le dis à personne d'autre, tu m'entends? Les jours ne sont plus, où les femmes disaient à toutes leurs amies qu'elles attendaient un enfant. Les temps d'aujourd'hui sont mauvais et tu dois faire attention. Quand tu racontes à quelqu'un que tu as un enfant dans le ventre, tu es sûr que tu cours vers un avortement. Ne dis à personne. Je n'ai pas fini. Quand tu iras travailler au champ, si tu entends une voix inconnue appeler ton nom, ne te retourne pas, et surtout, ne réponds pas. Il y a des esprits malsains qui vont se promener dans les bois pour récolter des âmes qu'ils vont ensuite revendre au marché d'esclaves de coupés. Fais bien attention à cela. Enfin, si tu sais un jour que tu attends un enfant, et si un vieux de je ne sais quel village vient te demander du sel de cuisine ou du piment, réponds-lui que les hommes ne font pas la cuisine, et que par conséquent il n'a pas besoin de sel ni de piment, et ne lui en donne pas. C'est quelqu'un qui cherche à emporter le fruit que tu portes en ton sein. Ne lui donne pas de sel ni de piment. Maintenant, ma fille, rhabille-toi et pars. N'oublie rien de tout ce que je t'ai dit. J'ai fini pour l'instant, mais il faut que tu reviennes me voir ce soir, quelque temps après le coucher du soleil. Lorsque Fanny se retrouva à l'extérieur, avec sa calebasse, et puis ses scarifications qui lui faisaient mal, elle eut l'impression qu'elle venait de vivre dans un autre monde. Quel envoûtement, pensa-t-elle. Pourtant, elle savait que tout ce que venait de faire la mère Mauvais Regard était nécessaire. Elle ne pouvait pas vivre dans ce village, et y avoir des enfants avec son mari, tranquillement, sans que quelqu'un de la force de la mère Mauvais Regard l'aidât à surmonter les difficultés de la vie. Les forces qui nous environnent tous ici-bas sont grandes. Lorsqu'on a la chance d'avoir un ami avec 4 yeux, on doit s'estimer heureux. La mère Mauvais Regard avait 4 yeux, 2 que tout le monde pouvait voir, et 2 qu'elle utilisait pour y voir dans le monde invisible de la magie noire. Elle et son mari EYK étaient réputés. On disait que malgré leur apparente pauvreté dans notre village, ils étaient d'une incomparable richesse une fois la nuit venue, lorsqu'ils se retrouvaient en parmi les sorciers, leurs confrères. Dans ce monde étrange de la magie noire, les noirs sont de loin supérieurs aux blancs. Ils possèdent tout ce que ces derniers possèdent dans la vie ordinaire et bien plus encore. Des bateaux, des trains, des avions, des maisons à étages, et que sais-je encore. La seule loi de leur milieu, c'est de ne pas révéler leur science, et de ne pas en faire profiter ceux qui ne sont pas de leur confrérie. Il faut que tout reste secret, sinon, ce n'est plus de la magie, cela se comprend bien. En revenant chez la mère Mauvais Regard le soir, quelque temps après le coucher du soleil, Fanny trouva un repas qui l'attendait. « Mange d'abord, lui dit la vieille, nous ferons le reste après. » On n'a pas le droit de refuser une invitation à dîner. Fanny s'assit donc et mangea de bon cœur, bien qu'elle l'eût déjà fait chez nous. Après, on passa au « reste ». La mère Mauvais Regard la déshabilla. « Je veux te laver, pour que tu entres propre dans la vie. » Elle l'emmena derrière sa maison. Une grande cuvette attendait là, blanche dans l'obscurité de la nuit, et pleine d'eau. « Et ce n'est pas de l'eau puisée à la borne fontaine, ma fille, » remarqua la mère Mauvais Regard. « Mets-toi là, oui, là, ne bouge pas. » Elle sortit alors de je ne sais où des écorces sèches, qu'elle jeta dans l'eau de la cuvette. Quelques instants après, elle prit de cette eau dans sa bouche en gonflant les joues, et elle souffla 3 fois dans la direction de Fanny, telle une mère éléphant qui fait prendre une douche à son éléphanteau. Après quoi, elle invoqua plusieurs sortes de dieux, et recommença à envoyer sa douche de la bouche sur Fanny. Enfin, elle lui dit qu'elle avait fini, et que Fanny pouvait se laver maintenant. Elle se lava, des pieds à la tête, afin d'entrer toute propre dans la vie. Puis les jours se mirent à passer, plus pauvres en événements les uns que les autres. Des jours, des semaines, des mois. Et toujours rien de nouveau. C'est curieux, disait entre elles ma mère et la mère Mauvais Regard. C'est curieux qu'elle n'ait pas encore parlé de son enfant. Que attend-elle donc? Ce qu'elle attendait? Je n'en sais rien, mais je puis vous affirmer que ce n'était sûrement pas un enfant. Car vous savez que je ne m'étais pas encore proposé de faire un enfant avec cet enfant de 16 ans à peine. Elle avait beau être ma femme, je ne la connaissais pas davantage pour cela. Il faut attendre qu'elle soit plus grande, me disais-je chaque fois que je sentais une envie sérieuse de commettre un détournement de mineur.
Et je m'en allais faire un tour. Prétexte officiel, car je sais bien que vous devinez aisément où je me rendais alors. Oui, j'avais Agatha Moudio dans la peau, n'en déplaise à ma Médie. J'avoue que je ne savais plus très bien où j'en étais avec elle, car depuis que j'étais vraiment marié, elle avait décidé qu'elle ne se mettrait plus à ma disposition comme elle l'avait fait autrefois, avant mon mariage, lorsqu'elle avait poussé la sottise jusqu'à espérer que j'allais faire ma vie avec toi. Non, elle avait maintenant changé, et je pensais que c'était d'autant plus dommage que mon cœur, lui, était resté le même vis-à-vis d'elle. À un moment donné, elle s'était même remise à faire des siennes, avec de longues sorties de plusieurs jours, à la ville, où elle allait soi-disant voir sa tante, bien que je fusse persuadé que ce n'était pas là la vérité. Je ne savais vraiment plus où j'en étais avec elle. Le fait est que, dès mon retour de la pêche, je ne pensais qu'à aller la revoir. Et j'étais triste chaque fois que j'arrivais chez elle sans la trouver. Inutile de dire que dans notre village, où rien ne pouvait se cacher, des gens savaient que je continuais à fréquenter Agatha Moudio. Pas tout le monde, du moins je le suppose, car ma mère ne vint jamais me reprocher ma conduite, ce qu'elle n'aurait pas omis de faire si elle avait appris quoi que ce fût. Oh, c'est sûr qu'elle aurait passé au moins une matinée à lever les bras au ciel et à prier que d'autres rayons de soleil viennent éclairer la route de mon destin. Dieu merci, ma Médie ne savait pas que je fréquentais toujours Agatha. Mais parmi les personnes qui le savaient, il y avait Toko, l'un de mes amis qui avait, par cette nuit mémorable, kidnappé la petite Fanny. Toko se disait mon ami, moi aussi je le considérais comme tel. N'empêche que c'est lui qui se chargea de faire proprement le premier enfant de ma femme. Les amis et les femmes sont ainsi. Alors que j'aurais juré tous les dieux de la terre que Fanny ne connaissait pas encore l'homme, pour la simple raison que je lui avais laissé une paix royale depuis que nous étions mariés, voilà qu'elle se mit à grossir du ventre, sans me prévenir, lentement, mais sûrement. Évidemment, elle ne dit rien à personne, et l'on comprend très bien pourquoi. Elle n'aurait pu rien dire à ma Médie, ni à la mère Mauvergard, de peur que je ne l'apprenne. Car si je venais à l'apprendre, je pourrais certainement trouver à redire. Et j'aurais eu de sérieuses raisons de trouver à redire, ne croyez-vous pas? Alors, elle se tut, et Toko continua à la fréquenter chaque fois que j'étais moi-même chez Agatha. La vie a de ces situations. Je vous dis que Fanny se tut. Mais les gens de chez nous ont l'habitude de dire que la grossesse ressemble à une bouture d'igname. Plantée en terre, elle ne se voit pas les premiers jours. Mais au fur et à mesure que le temps passe, le tubercule se gonfle rapidement, et bientôt, il a toutes les peines du monde à se cacher sous terre. Mais quand il s'agit de grossesse, les femmes de notre village n'attendent pas de voir un gros ventre pour en être convaincues. Aussi commencèrent-elles à marquer leur étonnement de voir que Fanny devenait de plus en plus pâle. Une femme noire qui devient pâle, cela signifie quelque chose. Et puis, zut, qui vous a jamais dit qu'une grossesse se cache? Bientôt, le pot aux roses de Fanny fut découvert. Le premier étonné, ce fut moi, lorsque les gens vinrent me souhaiter d'avoir un garçon. Quelle histoire! La mère Mauvergard demanda à ma Médie si Fanny lui avait fait part de sa grossesse. Quand donc m'a-t-elle parlé de cela? Demanda ma mère en guise de réponse et d'ajouter. C'est bien ce que je t'ai dit l'autre jour, les filles d'aujourd'hui ne font plus les choses comme de notre temps. Ta bru attend un enfant, et elle ne t'en dit rien, rien du tout. Et son mari, lui non plus, ne te révèle rien de ce qui se passe. Ton propre fils te cache que la joie t'attend, et ce sont d'autres personnes qui viennent de l'extérieur et qui t'apprennent que tu dois te préparer à devenir grand-mère un de ces jours. Malgré tout, ma mère ne rejeta pas Fanny. Bien au contraire, elle lui indiqua même tout ce qu'elle devait faire pour que tout se passât bien. Elle ne savait pas encore la vérité à propos de cette grossesse. La vérité que je venais seulement d'apprendre, moi-même. Ce fut la disparition soudaine de Fanny qui me poussa à tout avouer à ma Médie. Quand elle apprit la nouvelle, elle s'effondra, elle en devint malade. Si j'avais su que les choses en viendraient là, je ne me serais jamais tracassé pour ton mariage. Seigneur, pourquoi avais-tu donc mis cette fille d'Agatha sur le chemin de mon fils? Je ne l'aurais pas forcé à prendre tout de suite cette petite écervelée et hypocrite de Fanny. Ma Madie pleura, et ce fut encore moi qui dus la consoler. Il restait toutefois à retrouver Fanny. Une femme qui prend la fuite doit se retrouver, car elle appartient au village. Fanny n'avait pas le droit de s'en aller de chez nous, sous aucun prétexte. Ceux de mes amis qui restaient encore mes amis m'aidèrent à retrouver ma femme. Ils m'aidèrent également à mettre Toko à la place qui lui convenait. Ce fut la quarantaine définitive, plus personne ne voulant de l'amant de ma femme dans son équipe de pêcheurs. Toko dut quitter le village, sans que personne ne le lui demandât expressément. Il s'en alla, et ne revint jamais plus chez nous. Fanny eut la vie difficile dans notre village. Croyez-moi, cela ne provenait pas de moi.
Je fis même tout ce que je pus pour l'aider à supporter le poids de son ventre. Mais dans un village comme le nôtre, on ne faisait pas impunément ce qu'elle avait fait. Il y eut des chansons pour elle, et pour son enfant aussi, chacune d'elles portant une dose de méchanceté que j'avais du mal à supporter moi-même. C'est ainsi, par exemple, qu'on lui prédisait la naissance d'un enfant sans tête, ni cou, ni menton, ce qui, soit dit en passant, témoignait de la niaiserie même des auteurs. Puis vint l'heureux événement. Et savez-vous que ces gens de Dédo, les parents de Fanny, eurent encore le toupet de venir en foule, saluer le nouveau-né et montrer à notre village qu'il avait su choisir sa femme, car nous avions pris une femme sachant faire des enfants. Savez-vous qu'ils débordèrent de joie à la naissance de l'enfant, et qu'ils me forcèrent à leur payer une chèvre et du vin rouge pour arroser cette naissance? Et qu'est-ce que c'est, cette naissance? Demandai-je à tante Adèle, tandis qu'elle sortait de la chambre où avait eu lieu l'accouchement. C'est une fille, et c'est mon nom qu'elle porte, me répondit tante Adèle. Une fille. Et ils me demandent une chèvre? Qu'est-ce qu'ils auraient alors demandé si Fanny avait eu un garçon? Eh bien, dit ma mère qui venait de me rejoindre, il t'aurait sans doute demandé un bœuf. Oh, laisse tomber, fils. L'essentiel est que ta femme t'ait donné un enfant. Pour la chèvre et le reste, nous verrons bien après, et je crois que nous pourrons arranger cela. Comme vous le voyez, tout le monde, ma mère en tête, considérait l'enfant qui venait de naître comme mon enfant. Personne ne se souciait de savoir qui en était le vrai père. Tout le monde savait que Fanny étant ma femme, elle ne pouvait mettre au monde que mes enfants à moi, et non ceux de quelqu'un d'autre. Et puis, mon fils, un enfant est un enfant, me dit le roi Salomon. Un enfant, c'est avant tout ce qu'il sera demain. Je te répète, tes yeux n'ont pas besoin de regarder derrière, puisque tu les as devant. Derrière, il y a l'adultère de ta femme, que tu n'as pas besoin de voir. Devant, il y a ce que deviendra ta fille. C'est là que tu dois regarder. Je me dis que si jamais l'avenir pouvait se vanter d'être plein de quelque chose, ce ne devait être que de mystères de toutes sortes. Combien de ceux s'y avaient-ils préparé à l'intention de ma vie? Je n'en savais rien. Mais je pris la résolution d'obéir au conseil du roi bâtisseur. Je tournai mes yeux vers l'avenir, les écarquillant largement, avec l'espoir puéril de voir ce que portaient les flots mouvants de l'insondable.